Nous sommes avec Salim Déré, premier vice-président en charge de l'aménagement, infrastructure et foncier au conseil départemental. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. À l'heure où les Mahorais sont inquiets, les prochains mois s'annoncent compliqués, il n'y a plus d'eau à Mayotte, le conseil départemental décide d'augmenter prochainement l'octroi de mer des bouteilles d'eau à 5%. Est-ce que c'est le bon moment? Alors quand on a décidé d'augmenter le pourcentage de l'eau à Mayotte, est-ce on était au courant qu'on allait accélérer les coupures? Non, je pense pas. Mais Euh, on vivait déjà des tours on d'eau. avait déjà effectivement des situations un peu plus compliquées, mais on ne savait pas que ça allait être accéléré parce qu'aujourd'hui, les eaux de Mayotte cherchent des solutions avec l'État pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Vous avez pris cet exemple-là, mais nous, on ne s'est pas focalisé sur cet exemple de l'eau pour augmenter des taxes. Les taxes, l'octroi de mer que nous avons augmenté concerne plus particulièrement d'autres produits qui ne sont pas des produits de première nécessité. Et est-ce qu'il serait possible d'enlever de l'octroi de mer, de supprimer cet octroi de Ça mer sur fera les partie bouteilles des d'eau? échanges que nous pouvons avoir avec les collègues du conseil départemental. Le président est très ouvert sur cette question-là et je pense que oui, effectivement, on n'est pas là pour pénaliser les Mahorais, bien au contraire. À l'heure également où on parle de dérèglement climatique, d'ailleurs Mayotte n'est pas du tout épargnée, on vit une sécheresse. Vous prenez la décision de détruire des cultures, de raser des arbres centenaires, ça se passe à Longoni. Pourquoi? Alors, ça, là, vous parlez des problèmes du foncier à Mayotte d'une manière globale. Je dirais tout simplement, il faut rappeler que le chantier de la régularisation foncière à Mayotte a démarré depuis 1996. Plus précisément, le 3 septembre 1996, on a pris une délibération pour mener ce gros chantier de régularisation. Il a été, euh, il a été entamé avec le CNASEA qui faisait des levées de parcelles. Il y a eu 26 000 parcelles qui ont été levées. Et parmi les 26 000 parcelles qui représentent un tiers du foncier du département, donc le chantier est encore colossal. Euh, le 26 juillet 2004, on a pris une autre délibération pour régulariser aussi les parcelles titrées du département, parce que la première délibération concernait uniquement des parcelles non titrées. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que le chantier est encore énorme et qu'on n'est pas sorti encore de l'auberge. Il faut accélérer les régularisations. Alors, comment les choses se passent? C'est comme le chantier de la régularisation de l'état civil à Mayotte qui a pris énormément de temps. Et donc, nous, pour y parvenir, qu'est-ce que nous sommes engagés? On s'est dit que le CNASIA a fait ce travail-là pour lever un tiers des parcelles, mais à mon avis, on aurait dû continuer encore. Parce qu'aujourd'hui, si on est confronté à pas mal de problématiques, y compris à Longoni, c'est parce que le CNASIA, à un moment donné, s'est arrêté. Et donc, c'est très difficile pour nous d'identifier ces gens-là qui se disent propriétaires coutumiers. Ah, pourtant, ce sont des personnes qui disent être connues au conseil départemental avec un numéro SIRET. Donc, ce serait carrément, en tout cas selon eux, le conseil départemental qui les a laissés, qui les a autorisés, comme beaucoup, la majorité des agriculteurs de Mayotte occupent des parcelles appartenant au conseil départemental. Aujourd'hui, la question c'est pourquoi ne pas les avertir à l'avance? Pourquoi arriver avec des machines et tout raser sans même les avertir? Alors, avoir des numéros de SIRET ne veut pas forcément dire que vous êtes propriétaire coutumier. Ça, c'est une chose. Il faut vraiment distinguer les choses parce que c'est assez délicat, la question du foncier à Mayotte. Il y a eu des agriculteurs qui sont identifiés, qui sont reconnus par peut-être la CAPAM, peut-être au conseil départemental au sein de notre DARTM. Et d'ailleurs, là-dessus, la DARTM était allée sur place pour identifier ces gens-là. Et à l'époque, il y a moins de 10 ans, on leur a déjà dit que sur ce foncier-là, qui est resté agricole, à un moment donné, il faut qu'ils partent parce que c'est la limite de la vallée 3, qui est une zone économique, donc il n'y avait pas vocation à rester une zone agricole. Donc, à ce moment-là, il y a un travail qui a été fait par le directeur de la direction de l'agriculture du conseil départemental pour indemniser ces agriculteurs. C'est ça qu'ils ne disent pas, malheureusement. Mais je ne vais pas m'étaler sur ça. Donc vous dites J'ai qu'ils juste étaient au envie de courant qu'il y dire, avait des projets sur ces parcelles? en tout cas, nous avons déjà indemnisé beaucoup d'agriculteurs. Je peux vous amener la liste parce que hier, vous m'avez appelé, j'ai pas pu collecter toutes les informations, mais il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà indemnisés et qui ont accepté de partir. Alors, par rapport à ceux qui sont indemnisés et ceux qui sont là aujourd'hui,
il faudrait Eux ne qu'on sont fasse... pas indemnisés? Mais justement, je ne sais pas. Est-ce que ceux-là qui sont indemnisés ne sont toujours pas restés là? La question se pose. Ça veut Mais dire que j'ai juste vous n'avez envie... pas été encore à la rencontre de ces gens-là pour leur expliquer la situation? Non, je vous explique. Nous avons donné un accord de principe d'installation à une société, pour ne pas la nommer, Serviloc, qui est une société, qui est un acteur économique, qui a besoin d'une plateforme logistique. Et c'est juste 1 hectare, hein, en gros, que nous avons attribué à cette société-là. Cette société, nous lui avons accordé de s'installer provisoirement en attendant de se mettre en conformité avec la commune de Kungu et de voir comment le PLU allait évoluer pour qu'il puisse s'installer, parce qu'il faut quand même que ça soit déclassé une zone économique, ce qui n'est C'est quand même peut-être pas une le zone cas. agricole. Pourquoi ne pas parce que l'agriculture a du mal à se développer, à se pérenniser, à se structurer à Mayotte. Au lieu de laisser, de pérenniser ceux qui sont là, pourquoi choisir un autre acteur économique pour en faire J'en conviens, madame, mais on revient toujours à ce que je disais, c'est que cette zone n'est pas vouée à rester une zone agricole. Et dans la mesure où nous avons déjà entamé un travail de régularisation, il aurait fallu que ceux qui sont régularisés puissent passer à la limite le message pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui viennent s'installer. 1 hectare, c'est rien du tout pour plusieurs agriculteurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à fonctionner comme avant. Il faut qu'on pense au projet économique. Il faut qu'on pense au projet de nos communes, des intercommunalités. Et c'est tout le travail que nous menons en ce moment pour mettre un petit peu de la conformité ou pour pouvoir installer. Les agriculteurs, ils ont leur place. Parce qu'on travaille aussi avec les femmes qui a une mission, ce qu'on appelle une mission SAFER. La SAFER, c'est un organisme, c'est une société locale qui viendra s'installer à Mayotte pour s'occuper du sujet des agriculteurs. Il faut qu'ils aient leur place, bien sûr, parce qu'on a besoin d'une production endogène, on a besoin de manger frais et bio à Mayotte. Et donc, je n'ai pas oublié, les agriculteurs, ils auront leur place. Mais dans la mesure où on est en train de s'organiser, de mettre de la cohérence dans toutes ces choses-là, il ne faudrait pas que les gens viennent s'installer comme ça. Mais j'en conviens, encore une fois, quand nous avons pris nous avons pris la décision en commission patrimoine et foncier d'installer cette société-là, il n'y a pas eu une seule personne qui est venue. Il n'y a pas eu une seule personne qui est venue nous dire attention, nous on est des occupants coutumiers. Aujourd'hui, c'était en octobre 2021, quelques mois après, ces gens-là, quand le monsieur est allé commencer son terrassement, c'est là où on voit des contestations qui apparaissent. Et bien moi, j'ai tout de suite demandé à Serviloc d'arrêter ces travaux-là parce que je n'avais pas signé un document qui lui permette de faire des travaux. J'ai signé un document qui lui permette de s'installer provisoirement en attendant qu'il se mette en conformité, comme je disais tout à l'heure. Les agriculteurs qui ont manifesté leur intérêt de continuer leur culture, j'en conviens, j'ai demandé en commun accord avec l'adjointe au maire qui était là, en commun accord avec les 2 élus du canton de Kungu et M. Omar Ali, de les recevoir. Et la première chose à faire, c'était d'envoyer une brigade foncière constater ce qui s'est passé sur le terrain. Mais nous, on est tout à fait preneurs qu'on rentre en discussion avec eux. Mais il y a juste 2 semaines, j'ai envoyé la brigade lundi. On va recevoir ces familles-là, ces agriculteurs, pour discuter et leur trouver des solutions si on en avait. Quel projet cette entreprise-là va réaliser sur ce... Je vous ai dit, comme c'est une zone économique, c'est un acteur économique de Mayotte qui a énormément de machines, donc il a besoin d'une plateforme pour le stockage, pour préparer toute sa partie, la logistique, pour entamer ses chantiers le matin. Donc il y avait une nécessité d'avoir au moins 1 hectare. C'est une espèce de parking. Oui, une plateforme logistique, c'est un parking, mais c'est des aménagements qui se font d'abord, c'est pas juste un parking. D'où la disparition de ces arbres fruitiers décriés par... Alors c'est malheureux, encore une fois, j'ai dit, je n'ai pas donné autorisation à cette société d'aller couper des cultures. D'ailleurs... Mais la réalité c'est fait. D'ailleurs, monsieur, on va quitter le nord pour aller vers le sud. Est-ce que c'est aussi pour des raisons de développement économique que vous avez autorisé à des citoyens d'occuper la zone qui a été longtemps un Padza, ensuite reboisée par une association, par les habitants de Mwanatindi, qui ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi est-ce que vous avez donné l'autorisation à ces personnes-là d'occuper... Alors, quand vous parlez de la question de Mwanatindi, parlez des habitants de Mwanatindi.
Bien sûr. Et parmi ces habitants-là, il y en a qui réclament leurs droits coutumiers sur ces parcelles-là. La question de Mwanatindi, c'est deux choses. 100 000 mètres carrés qui est demandé par l'association de Mwanatindi, qui ont mis en valeur, c'est vrai, cette parcelle-là. Sur les 100 000 mètres carrés, nous avons donné un principe, toujours en commission patrimoine et foncier, de donner à 5 familles un total de 5 000 mètres carrés. Alors vous imaginez, 5 000 mètres carrés sur 100 000 qui veut être géré par l'association. Non, je trouve que c'est abusé. Il y a des familles qui réclament comme au Nord, être des occupants coutumiers. Et moi, j'ai regardé, nous avons instruit des dossiers, les 5 dossiers qui font au total 5 000 seulement, hein, c'est des parcelles qui sont limitrophes sur des maisons qui sont déjà à côté, ou alors qui sont limitrophes sur la route départementale. Ça n'a rien à voir avec la grosse parcelle qui fait 100 000 mètres carrés, qui va jusqu'à Anyundu, de Mwanatindi vers Anyundu. Il y a beaucoup de populations, quand on parlait de population, que ce soit de Anyundu ou de Mwanatindi, qui se plaignent là-dessus, que cette association, est-ce qu'elle a vraiment vocation à... leur mission, c'est vraiment de s'occuper de reboisement, parce que le terrain est déjà bien reboisé. Je ne dis pas qu'il faut... Depuis les années 90, voilà. Ils sont en train de faire ce travail-là. Et donc, les gens se posent cette question-là. Quelles sont la finalité de cette association-là? Donc, il y a des zones d'ombre. Et vous, c'est quoi votre projet d'installer des gens? Est-ce que ce sont des citoyens lambda qui cherchent une parcelle, à qui on a vendu ces parcelles-là? C'est des citoyens lambda qui s'estiment être des occupants coutumiers. Et ils ont produit, hein, pour certains, ils ont produit des justificatifs, hein, qui datent justement du CNASEA, et qui... pardon. Et qui demandent... Alors, il y en a 2 ou 3, comme ils sont que 5, il y en a 2 ou 3 qui sont sur une limite de zone habitable. Donc, je leur ai dit, nous, au département, comme on le fait dans d'autres parcelles, on va vous installer là, mais attention, vous ne pouvez pas construire, c'est le maire qui vous donnera permis de construire. Donc, rapprochez-vous de la mairie pour voir si le PLU vous permettra d'avoir des maisons d'habitation. Il y en a un, c'est un acteur, je crois c'est un bijoutier. Il veut juste s'installer là pour continuer ses activités de bijoutier. Parce que vous savez, dans nos petites villes rurales, on a encore ces bijoutiers, que ce soit à Sada ou à Mwanatindi. Le temps passe très vite, monsieur Salim Déré. Le conseil départemental est dans le rouge. Comment envisager toujours organiser... On ne peut pas parler du rouge. En tout cas, pas totalement, mais en tout cas, l'année s'annonce compliquée. Peut-être le mandat s'annonce compliqué si rien n'est fait. Comment envisager d'organiser des Jeux des îles en 2027 lorsque les caisses sont presque vides et tout est à construire ou à améliorer quand on regarde en tout cas nos infrastructures? Les infrastructures, j'ai toujours dit que nous, on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous. Je prends l'exemple du football. Le football, vous avez besoin de 3 stades. Allez, on y va pour 4 stades. Les stades, nous les avons déjà, même si on a pris du retard du côté de Cavani. Mais le stade de Cavani sera opérationnel. Quand vous dites les 3 stades, ce sont lesquels? On les a déjà. On a Pamandzi, il y a besoin de réhabiliter, de mettre les gradins et les vestiaires. Nous avons le stade, on travaille avec la commune de Mamoudzou. Et le stade de Tsunzu, il sera prêt. Le maire de Mamoudzou, nous avons contribué sur ce chantier-là et je sais que ça sera prêt. Et Cavani aussi? Mais Cavani, je mets la pression, si vous pouvez voir mes mails avec les services et les bureaux d'études et les entreprises qui interviennent là-bas, vous allez dire oui, si, il y a quelque chose qui bouge. Cavani, ça avance et on sera prêt. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses aussi à faire. Oui, si vous voulez étaler sur les gymnases, on a la piscine, il suffit qu'on ait une seule piscine, on l'a à Cavani, le permis, nous l'avons déjà. Nous avons le permis de la piscine de Est-ce que vous avez les moyens? Parce que quand on regarde en face les Comores qui veulent aussi accueillir les Jeux des îles, qui ont l'appui de la Chine, ça veut dire qu'ils ont l'argent qui va avec. Est-ce que vous avez l'argent, vous avez l'appui de l'État? Paris va vous accompagner dans Nous, on a l'appui de l'État parce qu'on travaille avec la DRAGES là-dessus. Moi, je voulais juste rappeler une chose, c'est que quand on va à Madagascar et qu'on nous dit on va faire les Jeux à Madagascar, nous y étions récemment, allez voir le gymnase de Majenga. On nous dit, ouais, c'est une gymnase. Alors ici, on parle de normes, mais quand on déplace, on voit qu'il n'y a même pas de toilette pendant la mi-temps pour les joueurs, où il n'y a pas de vestiaire. Est-ce qu'il faut regarder en face Comores, pour se dire vous croyez vraiment qu'aux Comores, ils ont les moyens de faire des infrastructures aux normes pour être prêts en 2027? Et j'y crois pas une seule seconde. Nous, on sera prêts. Et aux questions financement, le problème ne se pose pas, parce que dans le contrat, le CCT, le contrat de convergence et de transition,
nous avons dégagé des crédits pour avancer sur ces chantiers Merci. des infrastructures sportives à Mayotte. Merci beaucoup, Salim Déré, d'avoir été l'invité de ce Zakwil. C'est moi qui vous remercie. Je voulais juste souhaiter bon Ramadan à tous les Maoris, en particulier à mon canton de Bouéni. Merci.